Cher David, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler d'un livre qui est sorti récemment, un livre qui s'intitule Une archive, publié aux éditions POL, et ça a été écrit par Mathieu Lindon. Mathieu Lindon, qui est le fils de Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, dont il va raconter l'histoire de la maison d'édition, les éditions de Minuit. Et c'est tout simplement très intéressant parce que Mathieu Lindon raconte la grande histoire des éditions de Minuit, mais cette grande histoire ne peut pas être séparée de son histoire familiale, justement. Alors, pour reprendre un petit peu avant tout, avant de rentrer dans le cœur de l'histoire, la maison d'édition, les éditions de Minuit, est née de la Résistance parce que à ce moment-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une des seules maisons d'édition qui continuait clandestinement à publier des manuscrits. Et elle était dirigée par Vercors, qui est Jean Brulaire, qui avait publié un livre assez connu. Le silence de la mer. Exactement. Et Pierre de Lescure. Et puis après la guerre, le problème c'est que les affaires ont repris et que beaucoup d'auteurs comme Cocteau, par exemple, ou Éluard, ont quitté à ce moment-là cette maison d'édition qui s'est retrouvée finalement en concurrence avec d'autres et donc en ayant des problèmes financiers. Et c'est comme ça que le père de Mathieu Lindon, Jérôme Lindon, a à ce moment-là racheté les éditions Minuit et pour en faire quelque chose. Alors, éditions de Minuit, juste pour la petite précision, Minuit, c'était plutôt référencé par rapport, ça faisait plutôt référence par rapport à l'idée que c'était une maison clandestine qui fonctionnait à sa façon et qui peut-être affichait une résistance par rapport aux censures de l'époque et qui a continué à exister. Et donc, quand Jérôme Lindon reprend à ce moment-là la maison d'édition, eh bien très vite, il va dénicher un personnage, un écrivain hors du commun, qui sera Samuel Beckett, on en parlera plus tard, qui finalement va lancer vraiment cette maison d'édition. Et puis petit à petit, très vite viendront, avant Samuel Beckett déjà, Alain Robbe-Grillet qui va aider dans la mise en place de cette maison d'édition. Mais il y aura d'autres personnes qui font partie justement du nouveau roman et qui très très vite vont défendre cette maison d'édition. Alors, ce qui est magnifique, c'est que Mathieu Lindon fait un portrait très aimant de ce père dont il dit qu'il est plein d'intelligentillesse parce qu'il pouvait à la fois être un papa, un homme et un homme d'affaires très aimant, très généreux, et à la fois il pouvait être méchant, il pouvait être pingre. Et puis il parle aussi de sa sœur Irène qui dirigera les éditions de Minuit à la mort de son père jusqu'à l'an passé, parce qu'on sait que cette maison d'édition vient d'être achetée il y a 6 mois par le groupe Madrigal qui fait partie de Gallimard. Il va raconter toute cette histoire familiale. Il va parler aussi de André, qui réalisait des bandes dessinées qui étaient leurs frères, et qui, lui, s'est brouillé toute sa vie avec son père, justement, Jérôme Lindon. Et il va nous raconter, finalement, toute cette grande histoire. Et c'est une double biographie qui entremêle donc à la fois celle de la vie éditoriale au sein de la maison d'édition et le foyer des Lindon, qui lui-même constitue une archive, puisque comme le dit Jérôme Lindon, Mathieu Lindon, il le dit lui-même, je suis une archive vivante. Et c'est vrai que finalement, il donne un portrait de lui, de sa famille, terriblement passionnant. Ce livre est magnifique parce qu'il brasse plein de choses différentes. C'est ce que je ressens quand tu introduis le fait que cette introduction soit longue, c'est parce que ça brasse beaucoup de choses. Ouais, c'est une sorte de bible à propos de la littérature. Alors c'est curieux parce que c'est pas un roman, on n'est pas dans de la pure fiction, il y a rien d'inventé, mais on n'est pas dans une biographie académique non plus. On est comme ça dans un entre-deux qui est très excitant, très vivant, et c'est ça qui fait que c'est une archive vivante. Donc voilà, pour moi c'est magnifique parce que c'est autant un livre consacré au père, la question de la paternité. C'est un livre consacré à sa propre enfance, à Mathieu Lindon,
à ce que ça veut dire aussi faire de l'édition. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Tout à fait. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être devenu écrivain en tant que fils d'éditeur et finalement, qu'est-ce que ça veut dire faire de la littérature? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses Qui sont très, très abordées. belles. Tout à fait. C'est vrai ce que tu dis. Il y a plusieurs questions qui sont posées à travers ce livre. Et je vais un petit peu reprendre ce que tu dis. D'abord, avant tout, comme tu dis, on découvre un monde foisonnant de personnages importants qui dînent avec la famille Lindon, qui vivent avec la famille Lindon. Ce sont les poulains, justement, du nouveau roman. Tous ces personnages d'envergure, Siménon, je pense aussi donc Alain Robbe-Grillet, mais il y en a d'autres. Il y a Nathalie Sarraute. Et donc, et Samuel Beckett surtout, on revit au fait, il nous plonge dans une atmosphère, dans une maison d'édition qui n'est plus comme celle qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont des grandes maisons, etc. Mais là, on sent véritablement une implication de l'éditeur face à ses poulains, face à ses fils, quelque part, parce qu'il y a aussi un rôle de filiation et de paternel à travers cette maison d'édition. Et puis surtout, il ne s'agit pas là de n'importe quels écrivains et de n'importe quelle époque littéraire. Et puis aussi, je précise encore une chose, c'est que c'est une maison d'édition qui, pendant, par exemple, la guerre d'Algérie, va être engagée. Il suffit de penser à l'affaire Audin, il suffit de penser à la façon dont elle va s'engager contre les tortures en Algérie. Alors c'est vrai qu'elle a malgré que cette famille Lindon est juive, ils ont des positions pro-palestiniennes dans lesquelles le père s'engagera, mais ça fera suite finalement à sa conduite, où il défend, il a toujours défendu et pris des causes en charge et il les a défendues jusqu'à même engager presque sa propre maison littéraire là-dedans. Quand tu parles de ces grands auteurs, moi, ce que je trouve assez léger dans ce livre, hein, qui est un livre certes sérieux, mais qui a sa légèreté, c'est que voilà, c'est Mathieu Lindon qui reparle de son enfance et voilà, c'est l'enfant qui croise Samuel Beckett, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget. Je veux dire, ce sont des gens qui viennent dîner, avec qui on joue à la pétanque. Ce sont des gens importants, mais c'est un peu Mathieu Lindon, c'est un peu le petit Nicolas, hein, à qui on demande, comme dans les bons, on fait référence au petit Nicolas, ça n'a rien à voir, mais le petit Nicolas, ce qu'on lui demande, la seule chose que les parents lui demandent, c'est, bon, quand il y a quelqu'un d'important qui vient, ne déconne pas trop, quoi. C'est ça le rapport. C'est ça le rapport à ces auteurs. Et, je veux dire, il joue à la pétanque avec Samuel Beckett, mais naturellement, à 10 ans, Mathieu Lindon n'a pas lu En attendant Godot. Évidemment. Et ce qu'on comprend dans le livre, ce qui est magnifique, c'est que 20 ans plus tard, il rencontre ces auteurs, voilà, quand il a acquis, voilà, quand son cerveau de lecteur a grandi, parce qu'on ne lit pas. Il reste ami d'ailleurs. On ne lit pas L'Amant, on ne lit pas En attendant Godot, on ne lit pas Hiroshima, mon amour à 8 ans, on le lit à 20 ans, mais on lit les plus grands sommets de la littérature 12 ans après avoir joué à la pétanque avec ces gens. Et en restant très proche aussi. En restant très proche, exactement. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai. Alors, ce qui est fantastique aussi, c'est que la rencontre avec Samuel Beckett, alors que Mathieu Lindon n'avait finalement... Jérôme Lindon, finalement, n'avait que 24 ans, ça a été véritablement le grand événement de sa vie. Parce que, avant tout, ce qui est incroyable, c'est que c'est la veuve de Samuel Beckett qui est venue amener le manuscrit, et c'est raconté dans le livre, à Jérôme Lindon. Et Samuel Beckett ne s'en est jamais acquis pour savoir si ça avait été apprécié ou pas. Et il y a un mignon souvenir là-dedans parce qu'à un certain moment, quand Beckett,
donne son manuscrit à sa femme qui vient le déposer. Et quand Jérôme Lindon rentre à la maison, sa femme lui dit: qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas content, etc. Il dit: non, je trouve justement que c'est un type incroyable, mais quand je pense que ce type qui m'apprécie va faire faillite à cause de moi, eh ben c'est vraiment l'exemple typique du jeune gars qui a pris un type à travers lequel il a directement vu le travail de génie. Il l'a mis véritablement sur un piédestal tout au long de sa carrière. Et d'ailleurs, il le dit, il n'a jamais eu d'espoir de retrouver quelqu'un de cette envergure. Et quelque part, ça a dû être très, très difficile aussi pour les autres écrivains, et même pour Jérôme Lindon, de mettre un écrivain sur un tel piédestal, parce qu'on a même l'impression qu'il ne souhaite pas retrouver quelqu'un d'autre de la même envergure. Et ça me voue un amour, une admiration totale pour Lindon, et c'est vrai que c'était l'écrivain le plus présent. Il y a eu un véritable coup de foudre dont on lit l'histoire entre ces deux. Oui, on n'est pas là, quand je dis ça, pour rigoler, mais c'est lui qui découvre Beckett, c'est quand même pas rien. Et il va éditer Beckett de 1950 à 2001. Pour refaire référence à ce que j'ai dit juste avant, ce qui est marrant aussi, c'est que Mathieu Lindon, enfant, on lui dit, après quelques années, Beckett, c'est quand même un des plus grands écrivains au monde. Et il y a un passage dans le livre où Mathieu Lindon, enfant, ne pense pas que c'est vraiment vrai, parce que Beckett a un accent irlandais. Et s'il ne parle pas si bien français, c'est que ça ne doit pas être un très bel écrivain. Voilà, ce sont comme ça des anecdotes très très constructive. C'est vrai, parce que, et c'est ça, on rentre dans des anecdotes qui finalement relèvent de l'intime, mais qui sont replacées dans une grande histoire et qui nous deviennent accessibles. Donc en ça, quelque part, le Mathieu Lindon, comme il est lui-même une archive vivante. Et comme je le disais, et comme David le disait aussi, il s'agit d'un livre sur la paternité, sur la filiation. Parce que c'est vrai que Mathieu Lindon, je dirais que au niveau de la paternité, du point de vue éditorial, il a vraiment réussi, il a chouchouté ses écrivains. Ce qui n'est pas le cas, et ça a été malheureusement sa grande tristesse dans la vie, et il en parle sans préciser la raison pour laquelle il s'est disputé avec son fils André, qui était auteur de bande dessinée. Eh bien, il s'est disputé avec son autre fils, qui ne lui a plus jamais parlé, qui lui interdira même d'être grand-père, sans l'être tout à fait, parce que voilà, il ne pourra jamais voir ses enfants. Et donc la question de la filiation, de la paternité, là, est posée. Et surtout, il y a une histoire d'ouvrir le chemin aux écrivains et d'ouvrir le chemin à ses enfants. Et donc, ces enfants, comme ces écrivains, sont ces véritables poulains, je dirais. Est-ce que Mathieu Lindon est exclusivement... est-ce que Jérôme Lindon est exclusivement le père de Mathieu Lindon, ou est-il également le père de tous ces auteurs importants? C'est une question qui reste en suspens. Parce que, je dis... être éditeur des éditions de Minuit, c'est une œuvre. C'est pas seulement être gardien d'un temple, c'est être le propriétaire et l'architecte de ce temple aussi. C'est pas un métier, c'est une vocation, c'est une vie. J'ai l'impression, et Mathieu Lindon en parle, qu'il n'est pas le seul enfant, qu'il doit faire concurrence à tant d'autres enfants. Et donc Jérôme Lindon fait une très très grande famille, et donc les brouilles avec d'autres enfants ou d'autres auteurs ne m'étonnent pas, parce qu'il y a beaucoup, en fait. Voilà. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et puis il y a également une autre question qui est posée, parce qu'on sent très vite, et c'est pour ça que le livre est passionnant, qu'il ne s'agit pas d'une maison d'édition quelconque. Comme je le disais, c'est une maison d'édition qui a des combats, qui vit littéralement ses auteurs. Donc c'est très très loin des grandes maisons d'édition d'aujourd'hui. Il y a ce côté intimiste, il y a aussi le côté où il publiait tout le temps des manuscrits qui étaient refusés finalement par tout le monde. Et le livre pose la question sur ce qu'est un éditeur.
avoir un éditeur, c'est une relation particulière entre deux personnes, entre l'écrivain et l'éditeur, mais ça va plus loin chez eux parce que par exemple, Mathieu Lindon raconte que quand lui, il a quitté les éditions de Minuit, parce que son premier roman, il l'a publié sous pseudonyme aux éditions de Minuit, et puis très très vite, il a lâché les éditions de Minuit, ce que je comprends tout à fait, pour pouvoir grandir tout seul, et il est allé à l'édition vers l'édition des éditions POL, et à la mort de Paul Lorenz, exactement. Donc, à la mort de celui qui a fondé les éditions POL, Paul, eh bien, il a une discussion avec une ancienne écrivaine qui fait partie de la jeune génération des éditions de Minuit, qui est Emmanuelle Baya-Bactan, qui lui dit « C'est dingue, je ne me rendais pas compte de la place qu'occupait justement notre éditeur dans mon espace mental. » Et cette phrase, finalement, aide à comprendre le rôle des éditeurs, aide à percer mieux le métier d'éditeur, de mieux le sentir. Et donc, comme je le dis, cette maison d'édition, en plus, elle n'hésitait pas de se mouiller et elle prenait en charge des grands combats. Et ça la rend finalement très différente d'une autre maison d'édition. C'est un livre qui, pour te rejoindre, raconte le fait d'avoir multiples vies. J'insiste un peu, qu'est-ce que c'est une vie d'éditeur, une vie avec tant d'auteurs et une vie de père en même temps? C'est quand même beaucoup de choses pour alimenter une journée. Ce que moi je trouve extrêmement émouvant dans ce livre, qui n'est pas une biographie écrite par quelqu'un d'inconnu, qui n'est pas un roman de pure fiction, c'est que la question de la paternité s'alimente de plus en plus. Elle est là un peu au début et c'est quelque chose qui va à l'exponentiel et qui prend un peu le dessus de tout. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une question de ça, ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est être père d'un temple? Les éditions de Minuit, mais être père aussi. Et en même temps, je dis ça, et c'est pas un livre sur la mémoire, c'est un réel livre généreux, c'est un acte généreux, oui. C'est un livre je veux dire, Mathieu Lindon, il brasse toutes les contradictions de son père, oui. qui est quelqu'un de maladroit, mais d'extrêmement riche, et je pense que le catalogue des éditions de Minuit le prouve, mais c'est un livre qui brasse l'humanité, les gens que cet éditeur a aimé en tant que personne, en tant qu'humain. Et donc c'est un livre de littérature. C'est pas un livre sur la mémoire, c'est réellement un livre de littérature. Et il y a quand même, pour prouver ça, dans l'écriture, il y a quand même une très très belle manière d'écrire. Il y a des tournures de phrases qui ne sont pas toujours simples, mais il y a un travail. Il y a quand même un travail d'écrivain aussi. Il y a une texture de mots et il y a une épaisseur dans l'acte d'écrire, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, par contre, j'ai par moments eu du mal avec l'écriture parce qu'il y a des moments où la tournure des phrases, c'est un peu difficile de le suivre. Alors c'est vrai que j'ai écouté pour me documenter, en plus pour l'émission, j'ai écouté 2 ou 3 interventions justement de Mathieu Lindon et j'ai l'impression qu'il parle comme il écrit parce que c'est quelqu'un dont j'ai l'impression que la pensée est trop rapide par rapport à ses mots et parfois il avale les mots, il y a des constructions de phrases même à l'oral qui ne sont pas terminées et donc ça va trop vite, on a l'impression dans sa tête. Et ce qui est l'impression aussi que j'ai eu en lisant, où il y a eu quelques petits passages où j'ai tout simplement pas saisi la chose et j'ai compris que j'étais pas la seule, ça m'a rassurée. Maintenant, je voulais aussi revenir sur le fait qu'il questionne dans ce livre ce qu'est l'archive. C'est une question qui se pose tout au long du roman, ce que c'est un père aussi, et ce que cet homme, donc son père, en faisait de cette archive. Et donc il se pose aussi quelque part la question sur les différents usages qu'on peut faire des documents de mémoire, comment on peut les utiliser aussi à charge. Parce que finalement, quand
père, Jérôme Lindon, est privé de ses petits-enfants, eh bien Mathieu Lindon va raconter qu'il va écrire pendant un certain nombre d'années des lettres chaque jour à son petit-fils pour lui raconter sa version des choses. Le jour où il ne sera plus là, il avait donné ces lettres à sa fille Irène afin qu'elle les transmette au petit-fils, au seul, je pense, petit-fils ou un des petits-fils d'André Lindon, fils avec lequel il ne parlait plus. Et donc, ce qu'il montre aussi, c'est qu'on peut aussi utiliser les archives à charge. Donc, il y a toute une question de l'utilisation et comment s'en servir justement de ces archives. Mais enfin, moi, ça m'a posé la question, qui est en droit d'écrire une biographie? Parce que, je dis, aller en bibliothèque, collectionner les archives et les interpréter, c'est quand même autre chose que quand un fils, qui a quand même connu les contradictions d'un père, part de cette archive-là qui est plus humaine. Parce qu'on parle d'un père hypersensible, et encore une fois, le catalogue des éditions de Minuit, encore aujourd'hui, le prouve, mais un père aussi ambigu, maladroit, dur, ouais. et c'est expliqué, c'est argumenté. Bon, moi, le roman, il s'appelle une archive parce que pour moi, l'archive, c'est l'auteur, c'est Mathieu Lindon, c'est une archive vivante. Il est l'archive finalement de tout ce qu'il a vécu, du côté intime, de l'intimité, de toute cette immersion des écrivains qu'il a fréquenté avant de les lire. Et je me dis après cette lecture, mais c'est vraiment magnifique parce que si ce livre-là n'existait pas, il y a beaucoup de choses liées à tous ces grands auteurs qui n'existeraient pas non plus, mis à part des choses comme des choses analytiques sur les auteurs ou Wikipédia, mais il y a toute cette épaisseur humaine qui ressurgit, quoi. Et donc là, on fait quand même de la mémoire, mais plus humainement. Tout à fait d'accord, et c'est pour ça que c'est si passionnant, parce qu'il nous fait revivre un monde qui a complètement disparu, un monde avec des aptitudes qu'il n'y a plus, et surtout une maison d'édition, et c'est là-dessus que je veux insister, qui est quand même différente des autres. Alors on disait aussi que Minuit, l'édition de Minuit, c'est lié à la clandestinité, mais je pense que le portrait qu'il fait de son père est aussi un portrait d'un homme dont on ne savait pas tout. Il le dit d'ailleurs, le titre lui va très bien parce que les éditions de Minuit, il y a toujours eu quelque chose de clandestin, de l'adresse sans adresser. Par exemple, il dit que chez son père aussi, il y a quelque chose aussi dont on ne sait jamais tout à fait percevoir. D'ailleurs, quand il raconte le problème qu'il y a entre son petit-fils et l'éditeur, donc Jérôme Lindon, il ne parle pas du problème. Donc on nous raconte sans vraiment nous raconter l'histoire. Donc il y a tout. Et je pense que le père même, c'est-à-dire Jérôme Lindon, n'en parlait pas de façon trop explicite avec ses enfants. Il gardait toujours une forme de secret. Et voilà, c'est finalement l'histoire d'un homme qui est très engagé pour sa maison. Oui, et moi j'avais une dernière chose que j'avais à noter. Il est préoccupé par tout ce qu'on a dit, par les éditions de Minuit, par la paternité, enfin tout ce qu'on a dit. Mais c'est aussi lui, sur la question de l'engagement, c'est quand même lui, sous le gouvernement Jacques Lang, qui réussit à faire voter à l'unanimité la question du prix unique du livre. Alors la question du prix unique du livre, c'est pas anodin. C'est que le livre, depuis ce vote-là, a un prix unique. Et cette notion-là a sauvé le monde de l'édition, a sauvé la littérature, parce que ce sont des objets qui continuent aujourd'hui à être menacés par de grandes multinationales, par de l'impersonnel, par Amazon. Et voilà, il y a quand même une manière de faire de la politique sans qu'on doive nommer le fait que ce soit politique. Discrète, exactement. Voilà. Et c'est vrai, il s'est battu comme un fou toute sa vie pour le prix unique pour le livre, et ça en fait un personnage d'envergure. Alors c'est un livre qu'on vous conseille, vous l'avez bien compris, à travers nos voix super enjouées. On se retrouve la semaine prochaine.
Et merci David. Merci à toi. Et à la semaine prochaine et bonne lecture.